de la Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, c'est la 10e. Bienvenue, toute l'actu média, les images, les enquêtes, les coulisses et nos invités qui réagiront sur les événements télé de la semaine. Au programme, le Média Mix, pour commencer, l'essentiel de la semaine en images et en 5 minutes. Notre Zoom, depuis lundi, la télé américaine est en grève. Fini les shows télé et les séries. La faute à qui ? Aux auteurs qui écrivent les émissions. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Nous avons enquêté. L'affaire de la semaine, l'Arche de Zoé et le reportage diffusé dimanche dans 66 minutes sur M6. Document choc. Le journaliste devait-il poser sa caméra face à l'illégalité ? Nos invités, Jean-Michel Apathy, chroniqueur politique sur RTL et Canal+, et le grand reporter Paul Morera, ils nous donneront leur point de vue. Sur ce plateau également, les deux femmes qui comptent, à M6, Estelle Denis, la brune du foot, et Valérie Damido, la blonde de la déco. Pourquoi cassent-elles la baraque ? Quels sont leurs projets ? Elles vont nous en parler. Il y a 2 ans, le gouvernement décrétait le couvre-feu en banlieue. Aujourd'hui, les JT ne parlent plus beaucoup des quartiers dits sensibles. Pourquoi ? C'est notre dossier de la semaine. Et puis vous retrouverez bien sûr vos autres rendez-vous. L'ITV Télé, cette semaine, Maréva Galanter et Jean-Luc Reichmann se renvoient la balle. La Webzone et l'Observatoire des séries. Voilà, on commence comme chaque semaine avec l'actu, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix, préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dans le Média Mix cette semaine, tout d'abord les soirées de France 2. La diffusion d'un blockbuster de la littérature russe, un pari risqué pour le service public. 26 millions d'euros pour cette super production européenne. Un pari réussi. 5,5 millions de téléspectateurs ont suivi Guerre et paix. Arrête enfin, je peux plus respirer. France 2 avait sans doute une idée de ce qui allait se passer. Cette fiction avait bien marché en Russie et en Italie. Autre surprise programmée, une pièce de théâtre de Sacha Guitry en prime time samedi dernier. Vous étiez là. Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là. 5 400 000 fans de théâtre ont suivi Faisons un rêve, mais qui étaient-ils ces téléspectateurs ? Comme souvent sur ce genre de programme, c'est des téléspectateurs plutôt âgés, puisque près de 73% avaient plus de 50 ans, ce qui est classique sur des programmes de ce genre-là. À France 2, en tout cas, ils étaient tellement étonnés du résultat qu'ils nous en ont parlé à 13h. Nous en avons rêvé, vous l'avez fait. Faisons un rêve. La pièce de Sacha Guitry a réuni hier soir près de 5,5 millions de téléspectateurs sur France 2. Puis aux 20h... France 2, invitation au théâtre à 20h50 et vous avez été très nombreux à y répondre. Près de 5,5 millions de téléspectateurs ont suivi en direct la pièce de Sacha Guitry. Et au cas où vous n'auriez pas compris, 15 secondes après la fin du 20h... Hier soir sur France 2, près de 5 400 000 d'entre vous ont fait un rêve. Et grâce à vous, le théâtre en direct à 20h50 est devenu réalité. Merci. Il y a quelques semaines sur notre plateau, PPDA répondait à cette question. La personne que vous voudriez interviewer avant de raccrocher ? Peut-être George Bush. Je l'ai jamais rencontré celui-là. J'ai des choses à lui dire. Mercredi soir, PPDA a donc réalisé son rêve puisqu'il interviewait George Bush. 9 700 000 téléspectateurs ont suivi cet entretien. Pour ceux qui s'attendaient à des questions choc, eh bien non. George Bush a même appelé la star du JT par son joli prénom. Mais j'ai toujours été le genre de personne, Patrick, qui prend des décisions sur ce qui est juste. Le meilleur de cet entretien, c'est quand même ce joli moment de complicité. À croire qu'il était trop content, PPDA, pour poser des questions qui fâchent au président du pays le plus puissant du monde. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Autre info dans le Média Mix cette semaine, toujours aux États-Unis, la Green Week ou Semaine écolo sur la chaîne américaine NBC. Green is universal on NBC. De l'écologie distillée dans les 150 heures de programme de la chaîne et même dans les séries, comme ici dans 30 Rock avec une guest star, Al Gore, et oui, le prix Nobel. Quiet. The whale is in trouble. I have to go. Give it to me, Karen. Pour finir ce Média Mix, après la semaine verte aux États-Unis, la semaine anglaise sur Canal+, qui démarre aujourd'hui. Pour l'occasion, nous avons rencontré Antoine Decaune en pleine séance photo. C'est pour ça qu'il est habillé en reine d'Angleterre. Et nous lui avons demandé quels étaient ses 3 programmes préférés à la télévision anglaise. Little Britain, c'est une série à sketch avec des personnages comme ça récurrents qu'on retrouve d'un épisode à l'autre et qui pousse le bouchon aussi loin qu'on puisse le pousser en télévision. Alors une autre émission
que j'adore, c'est le Jools Holland Show. Il a les meilleurs musiciens de la planète qui passent sur son plateau et qui jouent avec lui et son groupe. Il y avait le Graham Norton Show. Graham Norton est une espèce de gay très très drôle, très très vif, très acide. Dès lundi, si Like Me, You Love Antoine Decaune, vous pouvez regarder à 20h50 son documentaire Allons à London. C'est quoi, c'est de l'ours? C'est pas une espèce protégée, ça? Ça me fait penser à la touffe de Camille, moi. Enfin bon. Depuis lundi, la télé américaine est en grève. Letterman, Jay Leno, les shows les plus célèbres aux États-Unis sont en panne d'auteurs, mécontents de leurs conditions de travail. Punchliner, Script Doctor, mais qui sont-ils? Ils écrivent les fictions ou les répliques et les blagues des animateurs. Les émissions françaises ont-elles, elles aussi, recours à ces auteurs? Nous avons rencontré en France ces hommes de l'ombre qui pimentent le PAF. Julien Dugast. Depuis lundi, les auteurs et scénaristes américains sont en grève. La raison, ils demandent une revalorisation de leurs droits d'auteur. Première conséquence directe de ce blocage, la Fox a annoncé que la nouvelle saison de 24, prévue en janvier, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Heroes saison 2 subit aussi les conséquences de ce mouvement de grève. La série comportera beaucoup moins d'épisodes que prévu. L'autre conséquence de cette mobilisation, depuis lundi, les gros shows américains sont en rediffusion faute d'auteur. Et oui, derrière ce show de Jay Leno par exemple. According to new reports, screeners at the security screeners at our nation's airports, this is scary, failed to find fake bombs hidden in undercover agents. And President Bush said today, well, who cares about fake bombs? See, I don't think you understand. Derrière ce show donc, comme dans la plupart des shows américains, se cache une trentaine d'auteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, tout le monde sait que l'animateur est aidé pour écrire ses textes. En France, en revanche, le sujet est presque tabou. Stéphane Ribeiro écrit régulièrement pour Nagui, Chabat ou Farrugia. En ce moment, il travaille pour Thierry Ardisson. Ça, c'est ce qu'on envoie à Thierry Ardisson à peu près chaque semaine. Donc là, c'était Les Rumeurs, ça c'était sur Champion de l'actu, Clémentine Autain qui devait venir, qui ne vient plus. Après, lui, il prend ce qu'il veut dedans. Depuis le départ de Cécilia Sarkozy de l'Élysée, le groupe Prada aurait perdu 5% de son chiffre d'affaires. Derrière ces vannes se cachent donc trois plumes. Et Thierry Ardisson, qui travaille avec des auteurs depuis 2002 pour Tout le monde en parle, est l'un des rares à l'assumer. C'est récent que les animateurs assument le fait d'avoir des auteurs. En France, dès que quelqu'un dit « Ah, j'ai des auteurs », tout de suite, il y a effectivement une déception en disant « Ah, il est même pas capable de faire son boulot lui-même ». Bah, de la même manière, Daniel Auteuil, quand il fait un super film, en général, il y a quelqu'un qui lui a écrit un scénario avant. Et oui, Benjamin Castaldi, Nico Saliagas, Coé, Julien Lepers, Flavie Flamand, derrière chaque animateur se cache un auteur. Il faut avoir vraiment une perception assez aiguë de ce que veut le présentateur ou de ce que veut l'animateur. Et dès qu'on est en phase avec ça, c'est écrire pratiquement sur mesure. Et quand un Français écrit pour un Américain, c'est le choc des cultures. Quand vous avez quelqu'un comme Sigourney Weaver pour qui vous écrivez un texte pour Cannes et qui vous appelle avant de changer un mot, franchement, c'est bizarre. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'elle ne change pas le texte si vous, auteur, vous ne l'autorisez pas à le faire. Preuve de cette reconnaissance du métier d'auteur outre-Atlantique, cette image, Eva Longoria distribuant des parts de pizza aux grévistes. Une image que l'on n'est pas prêt de voir en France. L'affaire de la semaine, l'Arche de Zoé. On ne va pas parler des faits, les enquêtes sont en cours et on en apprend un peu plus chaque jour, mais du travail des journalistes. 3 journalistes sur place, arrêtés avec les membres de l'association, puis libérés dimanche soir. Mais depuis la diffusion le même soir sur M6 des images de l'un d'entre eux, Marc Garmirian, malaise. Jean-Michel Apathy, journaliste politique sur RTL et Canal+, est avec nous. Il a interviewé Marc Garmirian. Il estime qu'il est allé trop loin. À ses côtés, Paul Morera, grand reporter. Il connaît bien Marc Garmirian et le terrain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu en parler. Le reportage de Marc Garmirian, ou du moins ce qu'on en a vu dans 66 minutes dimanche soir, montre les scènes de l'opération. Il a filmé jusqu'au bout, quelques heures avant son arrestation avec les membres de l'association. Et sur ces images, on comprend bien qu'il s'agit d'une évacuation illégale. La caméra continue de tourner. Marc Garmirian aurait-il dû la poser ou bien alerter les autorités? Je vous propose de d'abord rappeler les faits et puis on en parle ensemble juste après. Dimanche dernier, M6 diffuse ce reportage de Marc Garmirian, journaliste chez Capa. À l'intérieur, cette séquence. Et ça vous gêne pas de les prendre un peu en otage comme ça? En otage? Bah, en otage, vous les enlevez un peu quoi. Otage, enlèvement, les mots sont lâchés, mais pas la caméra. Quand doit-on la poser? Raconter toute l'histoire, c'est la filmer, c'est la raconter, c'est avoir les témoignages, c'est avoir des interviews, c'est montrer que les bandages étaient de faux bandages, c'est montrer tout cela. Et c'est certainement pas poser sa caméra pour aller prévenir le commissariat de police d'à côté. C'est pas notre rôle de journaliste. À Reporters sans frontières, on en pense quoi?
Est-ce qu'il faut poser sa caméra et aller chercher du secours, ou est-ce qu'il faut filmer absolument parce que c'est la meilleure façon de témoigner et au fond de porter secours aux gens? Où se situe la limite, justement? Doit-on ou peut-on tout filmer? Une question qui revient régulièrement dans les rédactions. Colombie, 1985, une petite fille de 13 ans est filmée pendant 3 jours jusqu'à la mort. Irak, novembre 2003, des journalistes suivent des milices islamistes lors de 7 attentats et filment la scène. Concernant le tournage de ce reportage, difficile pour les journalistes d'avoir une position tranchée. Chez Radio France Internationale, la rédaction avait, dès août 2007, parlé de l'opération de l'Arche de Zoé comme étant une opération peu orthodoxe et complexe. Mais qu'aurait-elle fait à la place de Marc Garmirian? Si Marc Garmirian avait été journaliste de RFI, qu'est-ce qu'on aurait fait? Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux vous parler à titre personnel. Ça n'engage pas. Là, je vous parle en tant que journaliste. Si moi, j'avais eu à gérer une affaire comme ça, je pense qu'à un moment donné, je pense que j'aurais dit à mon journaliste sur le terrain, là, fais attention parce que t'es en train de tout mélanger. Là, on est sur un terrain glissant. Je serais pas allé, peut-être par ma présence, par mes questions, jusqu'à, j'aime pas trop ce terme, mais j'en trouve pas d'autres, jusqu'à quasiment cautionner cette opération. En attendant, l'histoire fait toujours la une des quotidiens. Maître Collard, avocat des membres de l'Arche de Zoé, dénonce la diffusion de certaines images du reportage sans l'accord de l'association. Du côté d'M6 ou de Capa, aucun commentaire pour l'instant. Un sujet de Karima Hamzaoui, et je voudrais rappeler que les 3 journalistes, Marc Garmirian, Jean-Daniel Guillou et Marie-Agnès Pelleran, sont toujours poursuivis par la justice tchadienne, même s'ils sont sur le sol français. Jean-Michel Apathy, vous étiez sur le plateau du Grand Journal. Lundi soir, vous avez exprimé votre malaise. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette histoire? Quand j'ai vu les images de 66 minutes et que j'ai compris que Marc Garmirian, à un moment, avait la claire conscience, le mot, il l'a dans sa bouche, on l'invente pas, qu'il assistait à une prise d'otage. Et on se dit, et il continue à filmer. Il dit lui-même à l'infirmière de l'association, vous prenez des enfants en otage, et une fois qu'il a posé la question, il ne fait plus rien. Je l'ai dit lundi, mais au fond, je ne trouve que cette image. Je crois que la grande chance de Marc Garmirian, c'est que les autorités tchadiennes aient arrêté tout le monde sur le sol. Parce que si on essaie de concrétiser la situation, si l'association L'Arche de Zoé avait réussi son coup, si l'avion avait décollé, et si ces 103 enfants avaient atterri à Roissy, perdus, déboussolés, absolument pas préparés à la vie qu'on leur proposait, les autorités tchadiennes là-bas, qui sans doute auraient hurlé, tout le monde serait descendu de l'avion et on aurait dit, mais vous êtes qui, vous? Journaliste? Vous avez laissé faire tout ça? Vous lui avez dit ça, écoutons ce qu'il vous a répondu. Monsieur Apathy, si à chaque fois que face à ma caméra, je me retrouvais face à une situation où des faits qui peuvent être condamnés par la morale, la loi ou l'éthique, et qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, je devais poser ma caméra, c'est tout un pan d'information, tout un pan du métier de journaliste qui n'existerait plus. Paul Moreira, c'est tout un pan du journalisme qui disparaîtrait. On est bien obligé de filmer parfois des proxénètes, des activistes encagoulés. Qu'est-ce qu'on fait? Des terroristes. C'est un espèce de contrat qui fait qu'avec les gens avec lesquels on travaille, même si c'est des combattants, même si c'est des guerrieros, quel que soit le nom qu'on leur donne, s'il n'y a pas ce contrat de confiance, il est impossible de ramener de l'information. Alors, vous dites le contraire dans votre blog. Notons qu'il est très rare, sinon exceptionnel, même sans précédent, connu de moi en tout cas, qu'un journaliste passe de l'autre côté du miroir et accompagne à visage découvert avec une caméra visible de tous des personnes qui s'apprêtent à violer des règles et des lois. C'est ce que Paul Moreira fait sur le terrain? Pas tout à fait. Je voudrais vous donner un exemple. D'abord, vous savez, moi je suis un journaliste politique. J'ai beaucoup de respect, j'ai tout le temps eu beaucoup de respect pour les gens qui vont sur des théâtres difficiles. Moi, les seuls théâtres difficiles que j'ai connus, c'est les congrès des partis politiques. On n'y risque pas sa peau, faut le dire. Quoique. Mais enfin, quand même, je me suis jamais senti en danger. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Et je ne prétends pas avoir réponse à tout. Mais ce contre quoi je m'insurge, c'est contre l'idée qu'un journaliste peut tout montrer. Non. Ça n'est pas possible. Qu'ensuite, il y a des moments où on hésite, des moments où on ne sait pas. Mais on ne peut pas, comme position théorique, dire un journaliste est un témoin professionnel, donc il peut tout montrer et s'abstraire de toute règle morale. Ça, c'est impossible à formuler comme ça. Est-ce qu'un journaliste doit, à un moment donné, face à certains cas, dénoncer? Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait sauf une fois.
à Bagdad, quand l'armée américaine est rentrée dans la ville, brusquement, il n'y a plus eu d'État. Et en fait, c'était la nef des fous, quoi. C'est-à-dire, les gens s'entretuaient réellement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ils disaient, mais aidez-nous, quoi. Faites la police. Dites aux Américains qu'ils viennent faire la police. Et là, pour la première fois de ma carrière, je suis allé voir la police, qui était en l'occurrence l'armée américaine, pour lui demander d'intervenir et de rétablir la sécurité dans un quartier. Parce qu'il me semblait que leur vie était en danger. Là, en l'occurrence, il s'agit précisément d'assistance à personne en danger. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il aurait dû poser sa caméra et faire quelque chose? Alors, de manière exceptionnelle, cette ONG, l'Arche de Zoé, est repérée dès le mois d'avril par les pouvoirs publics français, le Quai d'Orsay, qui lance une alerte en disant « Méfiez-vous de cette association ». La brigade de protection des mineurs, c'est exceptionnel aussi. Au mois de juillet et d'août mène une enquête en pensant que ces gens-là pourraient aller chercher des enfants au Darfour dans des conditions illégales. Et CAPA, alors qu'il y a beaucoup d'associations, choisit précisément de suivre celle-là. Alors moi j'ai parlé avec Marc Garmirian, que je connais bien parce qu'on a fait quelques terrains ensemble. Je crois malheureusement, Jean-Michel, qu'il n'était pas au courant. C'est-à-dire que c'est un reportage de type classique où on se dit tiens, c'est intéressant, une mission humanitaire, des gens qui vont chercher avec l'aval du Quai d'Orsay, parce que quand même à un moment donné il n'y a pas l'aval du Quai d'Orsay. L'information du Quai d'Orsay. Si on est précis, non. En préparant ce sujet, j'ai eu par exemple Katia Clarins, qui était l'envoyée spéciale du Figaro Magazine, et elle me dit on est tous partis en pensant qu'effectivement c'était borderline, c'était des farfelus. On est parti enquêter pour voir ce qui se passait, mais à aucun moment personne n'imaginait l'ampleur du mensonge tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si des gens ont vraiment suivi un peu l'histoire de l'Arche de Zoé, ils savaient très bien ce qu'il allait faire. Faut quand même pas. Et puis juste autre chose. Si on pense qu'un journaliste, dans certaines circonstances difficiles, et Paul vient d'en décrire une qui me paraît très juste, ne doit jamais être un auxiliaire de police et alerter les pouvoirs publics si quelque chose se produit dont il a connaissance, c'est quand même une mauvaise approche des journalistes. Mais sur les conditions de ce reportage, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il faisait son reportage, comme vous le faites souvent, en deux parties? On filme d'abord de l'intérieur, on va jusqu'au bout du bout, et puis ensuite, une fois qu'on connaît les faits, on va faire la contre-enquête, on monte son reportage. C'est souvent comme ça que ça se passe. Peut-être que c'est ce qu'il faisait. Alors oui, moi je crois que ce que souligne Jean-Michel, il y a un aspect qui est tout à fait important, mais qui renvoie aux moyens des journalistes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, une pré-enquête ou une pré-investigation approfondie auparavant. Je veux dire, là où Marc, à mon sens, était un journaliste tout à fait non seulement correct, mais bon, quoi, c'est quand il voit que ça ripe et qu'il y a un problème, il le traite, il change d'angle. Il se dit, oh là là, mais cette histoire n'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Donc et là, il fait un vrai travail de journaliste, c'est-à-dire il pose les bonnes questions, et là-dessus, bon, ils arrivent avec le DVD qui montre qu'effectivement, c'était pas, une espèce d'institutionnel ou de publi-reportage pour une opération un peu dingue, mais vraiment un travail de journaliste. Après, reste la question qu'il n'a pas eu à se poser puisqu'il a été arrêté. Qu'est-ce qu'on fait avant que les enfants montent dans l'avion? Est-ce qu'on empêche l'opération ou pas? Non, ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Marc Garmirian. On est tous en train d'en parler 10 jours après les faits, assis sur une chaise. Il faut se mettre dans la peau du gars qui est au chat et tout va très vite. Quand CAPA a remué ciel et terre pour libérer, vous le disiez, les journalistes, et c'était bien normal, mais qu'aujourd'hui ils se taisent, est-ce que vous y voyez pas un réflexe corporatiste? Non, je peux pas rentrer moi dans cette discussion. Je me sens assez illégitime pour aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit. Il faut pas non plus. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Des images ont été montrées publiquement, elles ont suscité chez moi une certaine émotion et elles m'ont semblé mettre le journalisme en porte-à-faux. Donc je l'ai dit. Après, le reste, vous savez, je serais assez d'accord avec Paul. Une procédure judiciaire est en cours, des gens sont mis en cause, tout ça est difficile, lourd. Et puis, Paul Morera, vous, sur votre blog, vous avez dit cette semaine, pour ramener des images, parfois, il faut s'asseoir à la table du diable. Faut déjeuner ou dîner avec le diable, oui, ça nous arrive tout le temps. Et c'est vrai que quand on est sur des terrains un peu compliqués, on est obligé de faire copain avec des gens pas toujours très recommandables. Parce qu'on est souvent dans des pays où il y a des tyrans qui font la loi et qui font pas une loi qui est en faveur des droits de l'homme. Donc je suppose qu'on s'invente notre propre loi à nous quand on est à l'étranger dans des pays où la liberté d'expression n'est pas respectée, les droits humains ne sont pas respectés. Donc on s'invente quelque chose sûrement fabriqué à partir, de la Déclaration des droits de l'homme ou quelque chose qu'on juge supérieur à la loi des tyrans, quoi. Merci beaucoup. Sans transition, on passe au Bug TV. Quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde, c'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet.
Bien-être, c'est une émission de la chaîne Direct 8 qui est consacrée à vous, rien qu'à vous, à votre bien-être, vous y aspiriez, eh bien Direct 8 l'a fait. Pourtant, l'une des chroniqueuses de l'émission ne semblait pas franchement en grande forme. Le maïs, ici, au niveau économique. Avisé, éclairé, on fait une petite pause publicitaire. Ça va Julie? Qu'est-ce qui lui arrive? On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve juste après. Vendredi, dans le journal belge de la RTBF, rediffusé sur TV5, les titres c'était... Bart de Wever est fâché. Et puis juste après... L'avis de tempête a été lancé en mer du Nord. Et en fait, on a pu se rendre compte que c'était une seule et même info. Et oui, on a vu dans ce journal un nationaliste belge sous la pluie. Et manifestement, entre vous, tout va bien actuellement, monsieur de Wever. Oui, il n'y a pas de l'eau dans le gaz. Malheureusement pour les francophones, non, il n'y a pas de l'eau dans le gaz. Cette semaine, la victoire avait un nom. Et elle s'appelait Silvio. On a pu s'en rendre compte devant Question pour un champion spécial junior. Au départ, on ne l'a pas trop remarqué, mais petit à petit, il a su se faire entendre. Coxy, voilà, Coxy. Costner. Kevin Costner. Tennis, oui, ça c'est bon. Catalan. Oui, catalan, ça c'est bon. Silvio, si tu nous écoutes, sache que c'était toi l'homme de la semaine. À suivre, après la pub, le zapping, l'ITV Télé, Mareva Galanter et Jean-Luc Reichmann, c'est le couple de la semaine. L'Observatoire des séries, la Webzone, Estelle Denis et Valérie Damido nous rejoindront sur ce plateau. Elles se connaissent bien, elles font les belles heures d'M6. Jusqu'où iront-elles? Réponse juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine, Mareva Galanter et Jean-Luc Reichmann. On regarde. Avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Michel Rocard. Parfois avec Pocahontas. L'émission qui te déprime. Le relooking. Tout le monde se fait relooker. Exercice difficile. Chante-moi ton générique de télé préféré. Do you Scopiton. L'émission qui te remonte le moral. Moi j'aime bien les émissions de Canal. Alors bon, Omar et Fred, Les Guignols parce que j'y ai travaillé pendant 10 ans. Enfin, Omar et Fred parce qu'ils cassent pas mal et moi j'ai pas le droit. Mais eux oui. Quel est l'animateur du PAF le plus mal habillé? Je crois qu'ils cherchent des stylistes chez France 3. Tu es plutôt Jean-Pierre Foucault ou Michel Foucault? Alors je suis Jean-Pierre. Quel est l'animateur du PAF le mieux habillé? Nicolas Sarkozy. Te sens-tu plus forte qu'un élève de 10 ans? On verra à la récré, je t'attends. Tu es plutôt le journal de Claire Chazal ou le journal du Hard? Alors, en clair, le journal de Claire. En clair. Quoique, elle est quand même assez hard, Claire, mais en clair. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? MD, c'est un homme, et c'est pas Michel Drucker. Je t'embrasse, Michel. Ton plus grand moment de télé? Mon plus grand moment de télé, c'est quand, sur Les Amours, un homme est venu avec sa femme, et en fait, sa vraie femme a téléphoné le lendemain à la production en disant qu'il avait disparu depuis 4 ans. Quel est ton plus grand moment de solitude en télé? Je crois que c'est maintenant. La télé est-elle l'opium du peuple? Ah oui. Ah oui, c'est une drogue dure, la télé. Voilà, ITV Croisé réalisé par Alexandre Pérez. Mareva Galanter est tous les samedis sur Paris Première à 20h10. Do you Scopiton. Quant à Jean-Luc Reichmann, vous le retrouvez tous les jours à midi sur TF1. Attention à la marche. Et le samedi 24 novembre, toujours sur TF1 pour le top 50 du rire. C'est à 20h50. Le week-end dernier, notre journaliste Vincent Calvé est allé à la convention Buffy à Paris. Mais qu'est-ce que c'est donc la convention Buffy? Eh bien, un rassemblement des fans de Buffy contre les vampires. La série aujourd'hui disparue des écrans d'M6. Elle a 10 ans. Aux États-Unis, les conventions Star Wars ou Star Trek rassemblent des centaines de doudingues déguisés, évidemment. En France, c'est une première et c'est un peu différent. On regarde. Les conventions, ce sont ces rassemblements de fans plus ou moins déjantés qui sont monnaie courante aux States en Angleterre. Le week-end dernier s'est tenue à Paris l'une des premières conventions de ce type, bon dans une ambiance un peu moins excentrique. On se croirait presque à la fac. Et donc
Une convention organisée par des fans de Buffy contre les vampires pour fêter le 10e anniversaire de cette série. L'occasion pour ces fans de se sentir un peu moins seuls. Là, on a l'occasion de rencontrer des gens qui sont vraiment fans aussi comme nous. Quand on en parle à notre entourage, généralement, c'est pas la série qui ressort. On passe pour des malades mentaux, en fait. Voilà, un petit peu. Avec la présence de la comédienne américaine Juliette Landau. Inconnue du grand public, elle est aux yeux de certains fans de la série une véritable star. C'est elle qui joue la vampire Drusilla dans 17 épisodes de Buffy. Ce week-end, les fans ont pu être pris en photo avec elle et lui poser tout un tas de questions. Parfois, on me pose des questions très précises sur une scène. On me demande ce que j'avais en tête et je m'en souviens pas. Si vu de l'extérieur, tout cela peut paraître un peu déroutant, attendez de connaître le prix. L'entrée à la convention coûtait quand même 80 €. Quant aux enchères de script de la série, elle pouvait grimper très haut. 250 €. C'est le script original d'un épisode de Buffy que j'apprécie très particulièrement. La série Buffy contre les vampires s'est arrêtée en 2004 au bout de 7 saisons, mais ses fans sont toujours bien là. C'est grâce à eux si cette série revit depuis peu, mais cette fois sous la forme d'une bande dessinée. C'est cette semaine la semaine anglaise de Canal+, et ne cherchez pas, le plus grand comique anglais actuel, c'est lui, Ricky Gervais. À 47 ans, il est comédien, scénariste et réalisateur. Tout le monde se l'arrache. La preuve, il est même apparu dans Les Simpsons. Et tout cela grâce à une série télé, The Office. En 2001, lors de sa première diffusion sur la BBC, elle est pourtant passée inaperçue. Mais aujourd'hui, c'est la série anglaise qui s'est le plus exportée dans le monde. Il y a même eu la version française et américaine. Un succès signé Ricky Gervais. Depuis, tout lui sourit. Ce one-man show Fame a battu tous les records d'affluence en Angleterre. Il en a vendu 100 000 billets en 9 minutes. In the beginning, God created the heaven and the earth. It doesn't go into detail. And God said, let there be light. And there was light. Which means that he created the heaven and the earth in the dark. Il a aussi créé Extras, une série sur le quotidien galère de plusieurs figurants de cinéma. C'est justement au cinéma que l'on peut voir désormais Ricky Gervais. Il est apparu dans La Nuit au musée aux côtés de Ben Stiller. I cannot tolerate this type of chaos. I mean, this is a museum, not a... Do you know what museum means? It doesn't mean, ooh, Daddy, it's a big Tyrannosaurus thing. Can I touch his leg? No! Et dans le film Stardust, il donne la réplique à Robert De Niro. I said just like, you know, one scene with him, but, you know, the world's greatest actor and Robert De Niro in the same scene. And Ricky Gervais travaille actuellement sur un projet de long métrage avec son pote Ben Stiller. Comme quoi un acteur de série télé anglaise peut conquérir Hollywood. Comment créer un buzz autour d'une série qui n'existe pas encore? C'est sans doute la question que se sont posés les créateurs de la série Alive. Leur idée, mettre sur internet plusieurs films tournés en vidéo, histoire de présenter leur projet. Pour résumer, le monde est infesté de zombies et une poignée d'humains tente de survivre. Bon, pour que ce ne soit pas trop choquant, on va changer la musique. En tout cas, ces vidéos ont fait parler d'elles, oui, mais que sur le net. Pour l'instant, aucune grosse chaîne américaine ne s'est manifestée. Affaire à suivre, ou pas. Elle est la blonde qui fait trembler TF1 avec de la peinture fluo et des coups de marteau. Elle est la brune qui a su s'imposer dans le monde très mec du foot. Elle est aussi fan de poker. Estelle Denis et Valérie Damido sont les deux filles qui comptent à M6. Quels sont leurs projets? Nous allons leur demander tout de suite. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour les filles. On commence avec vous Valérie? Allez. L'animatrice bankable de M6, on vous sort à chaque fois qu'il y a un programme fort en face. Mon Dieu. C'est quoi votre secret? Écoute, je sais pas là. Du coup, je ne sais pas. Ah voilà, elle me tutoie comme dans l'émission. Écoute, je sais pas dire vous. Alors c'est un vrai, je ne dans sais pas très bien. Tutoyer tout le monde. Oui, c'est votre marque. Ben c'est moi en fait. Je suis un peu comme ça dans la vie. Donc quand j'ai démarré l'émission, on m'a rien demandé de changer. On m'a dit allez, vas-y. Sois toi-même. Sois toi-même. Donc dans la vie, je tutoie tout le monde et je suis plutôt quelqu'un de spontané. Alors, est-ce que c'est ça le secret? Je sais pas, en tout cas, voilà. Bon, visiblement, ça marche. Carton plein. M6 vous a même programmé face au premier
prime time de la Starac. Oui, c'est vrai. Émission sur laquelle vous aviez été nounou des candidats par le passé. Ouais. Vous êtes la seule capable de résister à Alexia Laroche-Joubert et Nikos Aliagas. Je sais pas si je suis la seule. Non, bon, ils vous ont battu, ceci dit. Bien sûr, c'était évident. Alors vous, Estelle, l'un de vos trucs, c'est de vous entourer toujours de garçons. Ouais, vous allez vous entourer encore de garçons ce soir, parce que c'est le retour du poker sur Paris Première. Et il y a que des garçons sur la première émission, c'est vrai. Qui ça? Alors il y a Fabien Barthez, il y a Laurent Fontaine, il y a Lord Cosity, il y a Pierre Mathieu, il y a Alain Bouzig, voilà. Mais il y aura des filles après dans les émissions d'après. Il y aura Valérie Damido. La déco, il y en a absolument partout. C'est pas ça qui manque, les émissions déco. Oui, il y en a plein. Du côté de chez vous, Change ta chambre, Question maison, Teva déco. Je vais vous proposer de regarder ce qui se fait à l'étranger. MTV, c'est sans doute la plus vache et la plus trash home wrecker des colocataires fâchés qui se vengent en redécorant de façon horrible les pièces de leur ennemi. C'est présenté par l'ancienne star de Jackass, Ryan Dunn. Et puis la plus bizarre, toujours aux États-Unis, Designing Blind. Le principe est dans le titre. Des couples en désaccord sur la déco de leur maison s'en remettent au designer français aveugle, David Brin-Sanglard, qui a relooké des propriétés de Los Angeles. Mais il est aveugle. Il est aveugle. C'est une approche hyper particulière. C'est génial comme concept. Ouais. Est-ce qu'il y a un style, Valérie Damido? Il y a des pétitions sur le net qui disent pour la fin du Parme et du doré et des murs chocolat et des plafonds framboises. De toute façon, on te reproche toujours un truc. Moi, je mets les couleurs qui plaisent aux gens et donc ils ont besoin, envie et qu'ils aiment. Après, il se trouve que les gens aiment en ce moment le baroque, la pampille, les couleurs vives. Ça changera. Les pampilles, tu sais, les trucs, je t'expliquerai. Bon, et en tout cas, on décline la marque Damido, parce que vous le dites vous-même, quand il y a un meuble qui passe dans l'émission, ça devient immédiatement un carton dans les boutiques de déco le lendemain. Ouais. Il y a les DVD. Ouais. Enfin, ça, c'est, oui. Le bouquin. Oui. Et à quand la perceuse Valérie Damido? Je sais pas s'il y aura une perceuse Valérie Damido, tu sais. Ou alors, à partir de là, tu déclines tout Valérie Damido, c'est... Valérie, si Estelle présentait une émission de déco, à votre avis, ce serait un carton ou une cata? Elle aime ça, la déco, Estelle. Et puis, c'est un peu la même nature que moi. Ouais. Elle est proche des gens, elle se prend pas la tête. Moi, j'ai mis des stickers chez moi, donc je pense que je suis capable. Vous aimeriez, vous, par exemple, faire une émission de déco? Non. Moi, mon foot me va très bien, franchement. Alors, après 100% foot, 5 ans avec, et le tournoi des As, bientôt un talk show sur M6. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors nous, on a lu. Non, c'est embrouille. Alors nous, on est au courant. On a lu pas mal de choses. Alors on voulait savoir si vous confirmez un talk show en access prime time sur M6. Un talk show en access prime time, non. Non. Ce serait à partir de janvier. J'en sais rien. Non, mais franchement, sincèrement, moi, j'aime pas parler de choses qui sont pas encore faites. Il y a des projets, c'est vrai. Vous avez tourné un pilote, ça, vous pouvez le dire. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a des projets. Et on a tourné un pilote. Voilà, c'est ça. Ah bon, t'as tourné un truc? Et c'était quoi ce pilote? C'était la politique, du people, du news? Non, je peux pas. Ça, franchement, je peux pas en parler avant que ce soit fait. C'est-à-dire que je vais pas. On a lu le titre dans la presse, par exemple. On a lu que ça s'appellerait. Ça, c'est un très très vieux truc, ça. Au quotidien. Ah oui, peut-être. Non, mais bon, tu m'adaptes. C'est pas si vieux que ça. Non, mais franchement, voilà, je peux pas. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc, si jamais c'est pas pris, j'aurais l'air bien gourde de dire c'est formidable ce qu'on a fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si ça se faisait, vous aimeriez vous retrouver entouré? Franchement, ça dépend parce que sur la politique, il y avait Anne-Elisabeth Lemoine et Bernard de la Villardière, mais c'est vrai que je posais quand même beaucoup de questions, on va dire, toute seule, et j'ai bien aimé aussi. Sur le pilote? Je me souviens plus du tout. Sincèrement, je veux rien dire avant que ce soit fait. Si c'est fait... Vos envies, en tout cas. Alors, vos envies. Votre envie aujourd'hui. Pour l'instant, moi, j'ai le foot, le poker, et ça s'arrête là. D'accord. Alors, vous avez chacun des fidèles, des garçons qui vous entourent. On a été leur demander ce qu'ils pensaient de vous. Franck et Pierre Ménès, regardez. Mon Dieu, je crains le pire. Lui, c'est Pierre Ménès, compagnon d'antenne d'Estelle Denis. Et lui, c'est Franck Le Corbeiller, aide indispensable de Valérie Damido dans Des Échos. Ces deux compagnons de madame se sont prêtés au jeu d'une interview, si elles étaient. Estelle était une équipe de foot, les Girondins de Bordeaux pour sa jeunesse, et l'équipe de France pour sa vieillesse. Ok. Je pense que si Estelle était une autre présentatrice, ce serait Valérie, parce qu'elle s'adore. Enfin, Estelle aime beaucoup de monde. C'est la grosse différence avec moi, d'ailleurs. Marc-Olivier Fogiel. Pour l'agnac? Pour l'agnac, la percussion. Facile. Je t'emmerde, Pierre. Tu dois me le dire à peu près 4 fois par semaine, donc... Ta gueule. Oui, ça je reconnais aussi. On travaille avec des femmes de caractère, quand même. Oui. La fleur de coca,
Si Estelle était la fleur de coca? Si Valérie était un fruit, ça serait un kiwi pour son enveloppe et ses petites épines. Faut pas trop la chatouiller. Si Estelle était un défaut, ce serait l'autoritarisme. Les crises d'autoritarisme. L'hyperactivité et plus le bavardage. Lui qui n'est pas forcément un défaut. Ça dépend des moments. Ça peut dépendre des moments où on n'a pas besoin d'entendre qui que ce soit. Est-ce qu'elle peut juste me dire en anglais comment elle dit sang et or en anglais? Comment elle dit quoi? Sang et or en anglais. D'accord. Un autre défi pour Valérie? J'aimerais qu'elle apprenne à poser du papier peint. Valérie, je peux pas croire que vous sachiez pas poser du papier peint. Mais si, bien sûr que si, je sais poser du papier peint. Mais lui, c'est un vrai perfectionniste. Donc du coup, à chaque fois qu'il me laisse poser, de toute façon, il fait ça avec Julien, il fait ça avec tout le monde. Je pose le papier. Après, il vient me voir, il fait ouais, non mais. Il trouve toujours un truc, donc je fais ouais d'accord. Vous avez dit dans la presse que vous vouliez redécorer un hôpital. Est-ce que vous allez le faire? Oui, on tourne le 21, le 22 et le 23 novembre dans un hôpital. Dans lequel? À Garches, au service des enfants atteints du cancer. Et en parlant avec eux, ils m'ont dit, si tu savais l'endroit où on est pour la salle télé, et qui fait aussi cantine, cuisine, espèce de grande pièce de vie. Et ils m'ont dit, on aimerait bien que tu reviennes redécorer ça et notre salle de classe. Et on a décidé de le faire. C'est très long. Dans Teva Déco, Sandrine Dominguez, elle va redécorer la prison de Valenciennes. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Alors, une idée, écoute, si je devais redécorer une prison, je pense que je décorerais la nurserie parce que ça vous choque pas de redécorer une prison? Moi, ça me choque pas de redécorer une prison, ça dépend comment c'est fait. Moi, je te dis, si je devais redécorer la prison X ou Y, je m'intéresserais plutôt à quelque chose qui touche pas justement l'univers carcéral, qui est l'univers de l'enfance, puisqu'on le sait, les femmes gardent leurs enfants un certain temps lorsqu'elles ont leurs enfants en prison. Je pense que c'est plutôt ce coin-là que j'irais redécorer, mais c'est pas vers ça que j'irais là tout de suite. Vous pensez que ça va trop loin? Je sais pas si c'est la place d'une émission de décoration. Il faut pas faire entrer les caméras dans cet endroit-là. Je pense que c'est pas comme ça en tout cas qu'il faut les faire rentrer. Si on a des choses à dire sur les conditions des détenus qui, à mon avis, ne sont pas des conditions formidables, c'est certainement pas dans ce genre de conditions-là que moi j'ai envie de les voir. Dans le cadre de votre émission DNCO, par ailleurs, on peut voir le reportage dans le magazine Entrevue. Vous êtes retrouvé au cœur d'un drame familial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien malgré moi, parce que j'ai tout simplement fait un repérage et on a trouvé que les petites filles qui dormaient chez leur papa, qui dormaient dans la cave, c'était pas vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà. Après, à partir de là, tout a été repris. Vous avez refusé de faire l'émission? Moi, j'ai refusé de faire l'émission parce que après, il y a deux solutions. Et vous avez témoigné? Oui, parce que moi, pour moi, c'est un devoir de citoyen. Donc après, je souhaite que ces petites filles dorment ailleurs que dans cette cave. Voilà. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On va rappeler votre actualité. Valérie, lundi 12 novembre, 20h50, une semaine pour tout changer. C'est un prime. Vous êtes chez Nathalie, David et leurs 5 enfants. Exact. Estelle Denis, comme je disais, on vous retrouve ce soir pour le tournoi des As, le retour du poker sur Paris Première. Et 17 novembre, Écosse, Italie. Ouais, et demain, dans 100% foot. Voilà, à minuit et quart. Partout, quoi. On allume M6, on vous voit toutes les deux. On n'a pas parlé de cette émission, la reprise du journal du Hard qu'on fait à partir de janvier. Non, mais on sera réinvité. Ah, c'est ça, voilà, quand on parlera. C'est un vrai scoop, en tout cas, vous viendrez nous le dire dès que vous en saurez plus. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On passe à notre dossier de la semaine. 8 novembre 2005, le couvre-feu est décrété dans 5 départements français. La mort de 2 jeunes dans un transformateur EDF de Clichy-sous-Bois a déclenché une vague d'émeutes de 3 semaines. Les images font le tour du monde. 2 ans après, malgré de nombreux incidents, la banlieue n'est plus à la une. Pourquoi? C'est une enquête de Christelle Rebière et Laetitia Krupa. Depuis les émeutes de 2005, la banlieue est devenue un terrain miné pour les journalistes. Alors quand le déplacement d'un politique est annoncé, toujours bien orchestré et surtout extrêmement balisé, tous les journalistes en profitent. Mardi, Fadela Amara était justement au Mureau pour son plan banlieue. Pourtant, rien de bien spectaculaire. La visite du quartier s'est résumée à 200 mètres de marche avec pour seule préoccupation pour les journalistes la secrétaire d'État réputée pour sa gouaille. Moi, j'ai toujours dit que les femmes d'abord.
Mais ce jour-là, il n'y aura pas de petites phrases ni de dérapage. Et quand Fadela Amara fait un aparté, c'est pour rappeler les médias à l'ordre. Ne dites pas le regard de violence dans les banlieues, s'il vous plaît, parce que là, ça stigmatise directement. Encore une fois, je demande aux médias de faire attention à leurs propos. Il y a dans certains quartiers des tensions qui existent, malheureusement, mais ne commencez pas à dire dans les banlieues, parce que pour le coup, on généralise et on désespère un peu plus les populations qui y habitent. Cette méfiance est partagée par la majorité des habitants des banlieues. La couverture des émeutes de 2005 avec son lot d'images chocs a laissé comme un malaise. Du coup, chaque journaliste y va de sa méthode pour calmer le jeu. Il faut juste avoir le respect des gens, on vient chez eux, donc il faut les prévenir un petit peu du fait que des journalistes viennent faire un reportage. Il ne faut pas les trahir parce que la trahison c'est terrible, après on n'arrive plus à travailler. On a vu ça il y a quelques années pour revenir dans un quartier qui a été mal couvert, mal interprété. Après pour revenir c'est compliqué. Finalement, le soir dans les JT, il y aura peu de reportages consacrés au déplacement de Fadela Amara. iTélé, qui n'a pas réussi à décrocher une interview au Muro, ne parlera que de la visite du matin. Et TF1 choisira l'interview de proximité. Pour moi, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien. C'est toujours la même chose. On nous a fait une belle avenue, mais on s'est pas occupé de ce qui se passe de l'autre côté. Contrairement à la presse écrite qui traite des banlieues de façon quasi quotidienne, la télévision a encore du mal à se positionner. Dans les JT, les derniers reportages portaient surtout sur des faits divers, comme le règlement de compte de Grenoble le 1er novembre dernier. Soit on en fait trop et on nous dit oh là là, vous reparlez à nouveau de ce qui va mal, soit on n'en fait pas assez et vous nous dites oh bah voilà, il n'y a plus de voitures qui brûlent, donc vous délaissez ces quartiers-là. C'est un tout petit peu compliqué. Pour savoir comment le traitement des médias est perçu en banlieue, nous avons rencontré les membres du Bondy Blog. Ce blog avait fait le buzz en 2005. Créé en pleine émeute, il proposait de suivre les événements de l'intérieur. Aujourd'hui, il reçoit près de 200 000 visites par mois. Il faut y aller avec du tact, il faut être honnête, il faut expliquer aux gens, il faut les convaincre. Après, c'est le résultat qui compte. Quand on dit les journalistes n'ont pas bonne presse, c'est la télévision qui n'a pas bonne presse. La télévision ne renvoie pas l'image réelle de ce que les gens vivent. Donc a priori, on n'a pas vocation à l'aimer tout de suite. Mercredi, c'est l'association Ressources Urbaines qui faisait parler d'elle. Créée dans la foulée du Bondy Blog, elle propose aux journalistes des médias nationaux des méthodes pour mieux appréhender la question des banlieues. Et c'est à l'Assemblée nationale, sur invitation de Noël Mamère, que Ressources Urbaines a présenté sa fameuse charte. Dans la salle, il n'y avait que 2 chaînes de télé. Pourtant, ce sont bien elles que l'association vise. Si personne ne fait attention à ses méthodes de travail sur certains sujets difficiles, ça va péter encore. Il faut que les médias comprennent que là où il y a plus de problèmes, là où c'est plus difficile, ils doivent prendre plus de temps et faire plus attention, sinon ça pète. Incontestablement. Mais Ressources Urbaines va très loin dans ses mesures. Elle propose par exemple de rémunérer les informateurs des médias en banlieue sur le mode du fixeur, l'indicateur qui guide les journalistes dans les pays en guerre. Tous les gens qui font vivre les quartiers populaires aujourd'hui en France, ils se font régulièrement appeler par les journalistes pour fournir des contacts, pour préparer le terrain, pour faire en sorte que ça dégénère pas trop quand une caméra arrive, etc., etc. Mais ça, c'est un boulot de chien. Et ces gens-là, ils vivent de rien. Certains médias, la télévision surtout, pourraient vite se trouver confrontés à ce genre de demandes, notamment pour les magazines et les documentaires qui nécessitent un travail en immersion. Il a fallu de longues semaines à notre équipe pour pénétrer le quartier du Clos Saint-Lazare à Stein. C'est en tout cas vers ce travail de longue haleine que des chaînes comme France 2 se dirigent, moins de précipitation pour moins de sensationnalisme. Je préfère qu'on fasse un travail en profondeur, qui n'est pas parfait encore une fois, mais que je pense que petit à petit, on se donne les moyens quand même d'essayer de mieux appréhender ces réalités-là, et puis d'avancer. Et puis la prochaine fois qu'il y aura de graves problèmes en banlieue, voilà, peut-être qu'on se reverra et que je vous dirai que on s'est laissé prendre à nouveau dans l'emballement et qu'on ne sait pas très bien comment faire autrement. La webzone, c'est le net passé au peigne fin. Depuis 10 jours, une vidéo fait le tour de la blogosphère. C'est un clip de rap dans lequel les bad boys sont des garçons bien peignés et bien polis. Est-ce une version 2007 du clip des Inconnus, Auteuil-Neuilly-Passy? Nous avons demandé à ces rappeurs des beaux quartiers pourquoi ils avaient imaginé cette parodie. Karima Hamzaoui. Quoi de neuf dans la webzone cette semaine? 3 jeunes producteurs de clips, leur défi, décrocher 300 000 clics pour être signés dans une maison de disques. Nous dans les beaux quartiers, on connaît bien la rue. Vivre avec ses darons, je peux te dire que c'est pas facile. En duplex de mon triplex, c'est vrai que j'ai l'air tranquille. Et oui, ça vous rend nostalgique, vous rappelle votre jeunesse. 1991, les Inconnus bien sûr.
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. La version 2007, c'est le groupe Pas Si Mal qui la signe. Présentation. Bonjour, donc moi je m'appelle MC Claude Henry et je suis membre du groupe Les Pas Si Mal. Moi c'est Babou, membre aussi des Pas Si Mal, pareil. Et moi c'est le Versaillais, je suis membre des Pas Si Mal. Pareil. Comme s'il y avait plus de gel pour se coiffer. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom Pas Si Mal? Pas Si Mal, c'est un jeu de mots subtil entre Passy, le quartier du 16e, voilà, tout le monde connaît rue de Passy, etc. Et le fait que ce qu'on fait, on le pense, est pas si mal. Voilà. Enfin, on espère en tout cas. On espère, oui, et on peut aussi l'interpréter comme le mal de Passy, évidemment. Ouais. Le mal-être, finalement, de Passy. D'accord. Ok, pour finir, vous pouvez peut-être nous rappeler un petit truc, rien que pour les fans de la webzone. Hardcore comme une rupture de stock chez Givenchy. Comme de finir son golf avec la pluie. Comme toutes ces allumeuses qui nous michetonnent. Hardcore comme un voici privé de Paris Hilton. À part ça, dans la webzone, s'il y a bien un blogueur connu en France, c'est lui, Loïc Lemeur. Pendant l'élection présidentielle, il ne cache pas son soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy et le fait savoir sur son blog. Installé en Amérique, Loïc Lemeur était l'invité spécial du président en déplacement à Washington cette semaine. La preuve sur son blog. The President and Mrs. Bush request the pleasure of your company. I think I'm going to accept. I know I'm full of myself, but I'm just sharing with you guys my excitement. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir porter Loïc Lemeur pour cette soirée mémorable? So I have my suit, my tie and my leather jacket on. C'est pas vrai. Quand on vous dit qu'il est fan de Nicolas Sarkozy, en plus il a réussi comme son idole à se faire photographier aux côtés de George Bush himself. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, le café. C'est Pascal Clark qui paie l'addition. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.